Bonjour Estelle, bonjour Aurel, bonjour Amaury. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. J'ai grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce tout premier podcast d'une série de 10 porté par Gillion Croet Estate Alliance Academy, qui est une académie consacrée aux questions du patrimoine. Estelle, née à Ney, aujourd'hui princesse de Mérode. Tu as épousé Aurel en 2023. Aurel de Mérode, fils du prince Amaury de Mérode, à mes côtés. Vous êtes une famille unie, petite famille, qui avait traversé une belle histoire patrimoniale. Donc aujourd'hui, nous allons parler patrimoine dans toute sa splendeur. Qu'est-ce qu'un patrimoine? Comment nous le gérons? Comment nous le structurons? Et comment nous le transmettons en famille? Et donc, je vais commencer avec une question pour Amaury. Amaury, ça fait longtemps que tu portes le patrimoine familial. Tes parents sont encore en vie, tes beaux-parents sont encore en vie, ton épouse est fille unique, tu as un fils unique et tu as pris sur toi de gérer pendant tout ce temps un patrimoine complexe, fait d'histoire, fait de beaux biens, fait de collections, fait de philanthropie et fait d'une entreprise qui nous a donné un peu de fil à retordre puisque nous avons eu cette chance de travailler ensemble dessus. Aujourd'hui, comment as-tu vécu cette expérience patrimoniale depuis 30, 35, 40 ans? Alors, il existe trois sortes de patrimoine. Il y a le patrimoine matériel, ça tout le monde sait ce que c'est l'immobilier, c'est du financier. Il existe le patrimoine immatériel, ça ce sont les grandes valeurs, les valeurs essentielles. Et il existe quand même un troisième type de patrimoine qu'il ne faut pas négliger, c'est le patrimoine génétique. Ça c'est la santé, c'est le fait de naître plus ou moins intelligent, plus ou moins beau, plus ou moins sociable. Donc c'est un mélange des trois. Alors ce qui a fondamentalement changé dans la notion de patrimoine et surtout intergénérationnel, c'est la durée de vie. Alors, en général, maintenant, on peut considérer que beaucoup de familles peuvent compter vivre sur 4 générations en même temps. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau parce que Ramsès II a déjà connu cela, mais disons que c'était extrêmement peu courant alors que maintenant, c'est une chose normale. Ce qui pose d'autres types de problèmes. Ça veut dire que l'héritage d'un patrimoine, eh bien, il était beaucoup plus simple, entre guillemets, avant. Plus simple, jamais les choses ne sont simples, mais disons qu'il est quand même plus simple dans la mesure où les gens mouraient beaucoup plus jeunes. Et donc, automatiquement, un fils jeune héritait et ça se perpétuait. Il essayait de développer l'ensemble des 3 patrimoines que j'ai cités. Maintenant, aujourd'hui, on vit sur 4 générations. Ce qui fait que c'est l'intergénérationnel devient plus compliqué, mais également plus passionnant à gérer. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il est normal d'avoir des parents qui sont assez âgés, mais ces gens sont respectables et ils ont une identité. On ne peut pas les vexer. Alors, on a aussi une génération en dessous de soi. Cette génération-là, on ne peut pas non plus la décourager. Si on prend le monopole de tout, on décourage les gens en dessous de soi. Donc, il faut trouver un juste milieu qui fait que on satisfait un peu tous les niveaux. Et c'est une conception qui est nouvelle, c'est une approche qui est nouvelle et pour lequel nous sommes extrêmement sensibles, pour lequel GCEA Academy travaille pour aider et comprendre. J'en profite alors pour regarder Aurel, puisque nous avons entendu ton père nous dire finalement, il y a une génération sandwich qui est la nôtre. On parle de 4 générations. Je dirais que à ta génération, Aurel, on reviendra aux 3 bonnes vieilles générations telles qu'on les connaissait. Mais au jour d'aujourd'hui, tu sais plus ou moins ce que tu vas un jour devoir gérer en termes de patrimoine, ce que tu vas recueillir en qualité de fils unique. Je suppose, et nous l'espérons tous, qu'un jour il y aura aussi de la descendance. Comment est-ce que tu t'inscris, je dirais, activement dans l'accueil du patrimoine de tes parents aujourd'hui? Est-ce que tu te sens déjà inclus? Est-ce que tu as envie d'être encore plus inclus? Est-ce que tu travailles déjà en collaboration avec ton père, mais aussi avec ton épouse? Mais Caroline, en fait, un patrimoine est quand même quelque chose de très vivant et très complexe. Donc, savoir dire aujourd'hui, est-ce que je suis au courant de tous les petits secrets et de tous les petits détails de ce patrimoine? Non. Est-ce que je vais le connaître dans le futur? Certainement. C'est quelque chose dans lequel il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dedans, matériel, immatériel, émotionnel. Et donc, aujourd'hui, je travaille énormément avec mes parents.
une communication très ouverte entre nous. On a de la chance d'être une petite famille très unie et on travaille vraiment main dans la main, en discutant, en parlant, en réfléchissant comment faire évoluer ce patrimoine, comment le gérer, qu'est-ce qui est nécessaire. Alors, comme papa a dit, il y a la génération au-dessus de nous qu'il faut respecter. Ils ont aussi leur volonté, ils ont aussi leur vision et ils ont aussi leur caprice qui est tout à fait normal. Et donc, nous devons évidemment prendre tout ça en compte quand on gère un patrimoine. Tu parles de caprice, moi je parlerai d'héritage, puisque si nous avons reçu, ou si, comme disait Amaury, on a la chance d'avoir, c'est généralement parce qu'il y a une génération au-dessus de nous qui nous a donné, et qu'il y aura probablement une génération en dessous de vous qui va aussi, j'espère, pouvoir recueillir. Une génération, en général, nous sommes 2 à faire des enfants, jusqu'à nouvel ordre en tout cas. Estelle, tu te sens inclus déjà dans la famille et dans toutes ces questions? Toi qui es toi aussi issu d'une famille finalement industrielle, qui est repartie de zéro, comme ton mari est reparti de zéro il y a très peu de temps dans sa nouvelle société. Comment est-ce que tu vois ça comme épouse et probable future mère un jour? Oui, c'est vrai, je me suis tout de suite sentie très inclus dans les décisions familiales. Ceci étant dit, c'est vrai qu'on a traversé une période très difficile parce qu'on était vraiment dans l'incertitude. Aurélie et moi, on a toujours eu la même vision et on l'a pas encore dit, mais le patrimoine ou le but d'un patrimoine, c'est la transmission des valeurs. Plus encore que le patrimoine matériel. C'est important pour vous deux de donner un message à vos enfants porteurs d'espoir, de liberté. L'un n'allant pas sans l'autre. Je voudrais juste clarifier, quand elle dit qu'on passe un moment difficile, c'est comme il y a eu une division finalement dans la famille, dans le patrimoine familial, ça nous a forcé à repenser notre patrimoine dans son entièreté. Patrimoine familial ou, Amaury, plutôt patrimoine entrepreneurial? D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est plutôt société de construction qui a été bousculée pendant un peu de temps. L'entreprise de construction, disons qu'on a été, la force de circonstance a fait que on a été obligé de se séparer. Alors, se séparer de façon patrimoniale n'a rien à voir avec se séparer humainement. Les relations sont restées excellentes et d'ailleurs, nous partageons le même endroit pour aller en vacances. Donc, le problème n'est pas humain, le problème est qu'à certains moments, il y a des valeurs différentes, il y a des ambitions différentes, il y a des conceptions différentes, il y a une vision différente qui fait que on ne partage plus la même façon de travailler et quand les choses deviennent à ce point différentes, c'est très difficile de continuer. À certains moments, je crois que c'est dans le but de l'intérêt de tout le monde de dire chacun va de son côté, parce que je pense que tout le monde est convaincu que sa direction est la bonne. Je pense que c'est une réalité patrimoniale et pas seulement entrepreneuriale. C'est important d'avoir une vision que l'on partage pour pouvoir avancer. Absolument. La vision faisant partie de ces valeurs immatérielles que l'on doit essayer de traduire en matériel. Et donc, c'est toujours ce lien entre la matière et la vision, ou la matière et la valeur, qui est difficile à faire, un peu comme en droit civil. On a le dommage, on a la faute. Généralement, ce n'est pas difficile à établir, un dommage et une faute. Ce qui est difficile à établir, c'est le lien entre les deux. Et lorsque ce lien est rompu, comme tu l'as dit, il faut pouvoir avancer. Mais je vais rester dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat fait partie de ces éléments de patrimoine, de famille patrimoniale. On a de l'immobilier, vous en avez, des collections. Mais l'entrepreneuriat est presque encore plus vivant, puisque Aurel parlait de patrimoine vivant. Une entreprise, ça vit tous les jours. Une entreprise, parfois ça va très bien, parfois ça va très mal. Et dans cet entrepreneuriat, qui est GCA aujourd'hui? Je me retourne vers les 2 dirigeants de l'entreprise, peut-être le plus jeune. Pour faire très court, parce que je crois que c'est pas le but de parler aujourd'hui de la société, mais GCEA est en fait un spin-off qui est venu de cette division qu'on a parlé tout à l'heure, qui est finalement de visions différentes, de valeurs différentes. Et donc, c'est notre vision par rapport à une société centenaire de construction, où on s'est dit, on est au XXIe siècle, le marché n'est pas en bonne santé dans la construction, il est temps de repenser notre façon d'approcher notre clientèle et d'approcher le marché. Donc, nous nous sommes plutôt focalisés sur le patrimoine immobilier. Donc, nous avons différents services qui peuvent entourer un patrimoine immobilier, que ce soit le courtage, que ce soit l'intermédiation, la gestion, la construction, la rénovation, pour finalement attaquer un marché beaucoup plus niche. Alors, on parle immobilier, on parle service à l'immobilier. Amaury, tu as une histoire ta famille a une histoire de 850 ans. On peut imaginer qu'on a une histoire aussi gravée dans les murs. Ça représente quoi l'immobilier pour toi aujourd'hui?
Mais l'immobilier, c'est un peu la base de ce qui a fait des biens qui demeurent de l'histoire de l'humanité. On parle encore de l'immobilier, on va encore visiter les sites romains, les sites grecs, les sites assyriens. Donc, je vais dire que l'immobilier est resté dans la culture des gens, une façon de vivre, une façon c'est l'habitat, c'est le travail, et je dirais, ça reste quand même une base solide et durable. Donc, la durabilité est une chose importante dans un patrimoine, puisqu'en fait, il y a toujours deux aspects dans un patrimoine que l'on recherche, c'est le rendement et la durabilité. Je pense que si on fait que de la durabilité, c'est pas bon. Si on fait que du rendement, c'est pas bon non plus. Donc, en fait, pour moi, l'immobilier était certainement un élément qui est majeur. Mais il y a d'autres types de patrimoine. Je pense artistique, je pense financier. Il y a d'autres patrimoines. Et puis alors tout ce qui est immatériel, bien sûr. Donc, je crois que l'immobilier ne fait qu'une partie. Alors, si nous autres en GCEA, nous avons un ADN qui est fondamentalement immobilière, je pense que ce serait une erreur de faire abstraction du reste. Alors, je vais peut-être rebondir, j'en profite, puisque on a entendu deux termes importants au niveau patrimonial. Je vais le ramener à quelque chose de beaucoup plus petit, quelque chose qu'une femme porte. Et je regarde Estelle, j'ai eu la chance inouïe de voir ta collection de sacs, créatrice, designeuse de talent. Tu as créé ton auto-petite entreprise en spin-off de tes parents, donc un décalage, je dirais, presque d'une génération en termes de réalisation. Un sac, c'est quoi ? En fait, un sac, et on en a parlé tout à l'heure, un sac, c'est un mini patrimoine parce qu'un sac est très intime, on l'amène partout et il est avec nous tous les jours et voilà, il porte tout ce qu'on aime. Un sac énamoré. Et donc, pourquoi je pose la question du sac ? Ce n'était pas du tout une question piège, rassurez-vous. Simplement, je crois qu'il y a un symbole fort dans un patrimoine, c'est une notion de protection. Dans notre instant, on cherche à se protéger, à habiter, à se sentir sécurisé. Un sac, c'est la sécurisation. Un habitat, les murs, c'est la sécurisation. C'est un peu ce qui relie le couple aujourd'hui entre la mini-protection dans un sac qu'on emmène avec soi et la brique chez Aurel. Donc, Amaury, un sac. Voilà. Amaury, tu as aussi invoqué autre chose dans le patrimoine, la durabilité, et tu as aussi invoqué, en citant les exemples de patrimoine immobilier historique que l'on visite aujourd'hui, un patrimoine collectif. Finalement, un patrimoine individuel devenu collectif, et donc un travail sur la collectivité. Je vais donc sauter d'un élément patrimonial que tout le monde connaît, avec l'idée de rendement dont tu as parlé, vers un patrimoine qui en est un sans l'être, patrimoine collectif auquel on donne, c'est-à-dire la philanthropie. Est-ce que pour toi, donner fait partie finalement de valeurs patrimoniales essentielles, ou est-ce que la philanthropie est totalement détachée de la notion de patrimoine ? Pour moi, donner est une valeur essentielle. C'est donner de soi-même, c'est sortir de soi-même et envisager qu'on n'est pas le centre du monde, qu'il y a d'autres gens qu'on vit dans une société. Alors, pour faire de la philanthropie, il y a deux critères importants. Il faut d'abord avoir une passion, parce qu'il faut aimer ce que l'on veut faire comme philanthropie. Et d'un autre côté, il faut également avoir une valeur que l'on veut défendre, un but sociétal. Alors, en ce qui me concerne maintenant, si je parle de moi, mes grandes passions, c'est la musique, c'est l'art et c'est la santé. Mais j'aurais pu en avoir d'autres. Si j'avais été plus sportif, ça aurait été le sport. Si j'avais été plus artistique, ça aurait peut-être la photographie. Donc il y a d'autres éléments que l'on peut rentrer dedans. Et est-ce que Mais ce qui est important, c'est de rentrer dans quelque chose de sociétal, ne pas faire quelque chose pour soi. Quand on a eu la chance d'avoir été privilégié, et le privilège, de nouveau, ce n'est pas seulement matériel. On peut faire de la philanthropie en donnant de soi-même, en aidant à une cause, ne serait-ce que par des petites tâches. Je pense que la philanthropie est une chose qui est importante et je pense que ça fait partie des choses que tout le monde devrait pouvoir faire, même si on n'a pas beaucoup de moyens financiers. Ce n'est pas une question de financier, la philanthropie, c'est une question de donner de soi-même. Et tu le dis très bien, hein, c'est une valeur importante, oui. C'est une valeur finalement patrimoniale, oui, négative si on parle en termes de rentabilité, mais très positive si on parle en termes de valeur. Donc il vient un peu équilibrer. Absolument. Et ça fait donc partie intégrale effectivement d'un panier patrimonial à l'équilibre. Est-ce que ça se transmet, la philanthropie, comme on transmettrait une maison ?
Est-ce que, par exemple, tu parles de la musique, tu parles de l'art, est-ce que ça se transmet? Estelle, on en parlera après parce que tu as créé toi-même une autre forme de philanthropie autour de la stigmatisation et les problèmes, je dirais, qu'engendre la stigmatisation dans la société. Mais Amaury, tu nous as parlé de ta passion pour la musique, Musicorum. Le Belgian Art Prize, ex-jeune peinture, tu en as hérité finalement de tes beaux-parents, tes beaux-grands-parents. Et est-ce que ça s'hérite ou est-ce que ça se vit? Non, d'abord, je n'en ai pas hérité. Je n'en ai pas hérité parce que... de la valeur. Oui, c'est peut-être de la valeur, peut-être. Mais la jeune peinture ne nous a jamais appartenu et nous appartiendra jamais. Je pense que là, d'ailleurs, c'est une ASBL, donc c'est un but sociétal et que nous voulons défendre parce que nous y sommes passionnés. Disons que nous y avons mis peut-être plus d'énergie que l'autre, ce qui fait que ça donne l'impression c'est un côté intergénérationnel, mais ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que nous le faisons. Je vais peut-être rebondir parce que c'est important. Je pense que on a parlé de transmission de valeurs. Oui. Donc, on a transmis finalement une valeur au sein de votre famille qui est ce don de soi à un intérêt collectif. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, le don de soi à un intérêt collectif fait que, à un moment donné, Estelle et Aurel, d'ailleurs, puisqu'Aurel est cofondateur de BSI, donc Beyond Stigma Initiative, cette association que vous avez nouvellement créée pour finalement essayer de contrer, de diluer les conséquences de la stigmatisation sur le bien-être mental. Estelle et Aurel, vous pourriez en dire un peu plus, peut-être en commençant par l'un ou par l'autre, par Estelle? En fait, BSI est également un patrimoine mental et c'est aussi une histoire personnelle. Moi-même, j'ai traversé pas mal de troubles mentaux à l'école. Et en fait, le but de BSI, c'est de pas souffrir en silence et oser d'exister. Et une de nos premières démarches, ce sont les murs de gentillesse dans les écoles. Et en fait, mon rêve serait de faire une étude entre le lien entre la stigmatisation et la santé mentale. Je vais oser une question qui fâche. Et malheureusement, ça tombe sur Aurel parce qu'on l'a un peu moins entendu. Conséquence de la stigmatisation. La stigmatisation dont vous êtes probablement le plus victime en qualité de famille patrimoniale, c'est la stigmatisation ou l'étiquette classique de « ils ont tout pour être heureux ». Ce sont des privilégiés, donc de quoi ils se plaignent. C'est une stigmatisation connue. Comment est-ce que... Puisqu'on a parlé santé mentale, est-ce que vous avez vécu, Aurel, est-ce que tu as vécu ça, de fils unique qui reçoit tout? Et comment tu perçois finalement ce que tu reçois aujourd'hui de ton père, cette demande aussi que tu as en même temps de rentrer dans le patrimoine familial et la responsabilité? Ou est-ce que tu te sens ultra privilégié? Ou est-ce qu'il y a véritablement un travail à faire dans ce, si on peut le dire comme ça, ce prix du privilège? C'est pas évident que tu me poses comme question, là, Caroline. Non, j'ai presque envie de dire, c'est un peu de tout, hein. Donc, pour revenir un petit peu sur BSI et par rapport à la santé mentale, au bien-être mental, le poids d'un héritage, peu importe sa taille finalement et peu importe ses origines, est toujours un peu lourde, hein. On a une responsabilité par rapport aux générations en dessous de nous et aussi une volonté d'avancer dans la vie, de transformer quelque chose. Donc, est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait mal? Est-ce que mes parents accepteraient, n'accepteraient pas? C'est très compliqué. Et donc, ça veut dire que peu importe comment on est né, peu importe quoi, on va avoir finalement cette pression qui va avoir une influence sur notre santé mentale et notre bien-être. Qu'est-ce qui va renforcer cela? C'est finalement la stigmatisation. Nous avons hérité, nous avons de la chance, nous recevons, mais malheureusement, c'est parfois pas toujours facile, mais nous ne pouvons pas nous en parler parce qu'on aurait l'air d'être des sales gosses de riche qui finalement, se plaignent d'avoir tout dans la vie. On n'est jamais un sale gosse de riche, on est un sale gosse parce qu'on est un sale gosse, peu importe le patrimoine. Je crois que le message d'Amaury était très beau, qui est de dire quelque part le plus grand espoir qu'on peut avoir comme parent à un moment donné, c'est de parvenir à transmettre, et tu l'as dit aussi au début de la conversation, c'est de transmettre finalement des valeurs suffisantes que pour un affranchissement des parents, avec le support des parents et dans le respect des parents. Je pense que ce sont 3 éléments importants. Et pour ça, si je peux me permettre, c'est vraiment une communication ouverte, j'en avais parlé au début, qui permet d'aider, de franchir cela. En parlant, on trouve des solutions ensemble, on fait les choses ensemble et on n'a pas l'impression que tout repose sur nos épaules. Nous sommes une équipe, nous sommes une famille, et c'est vraiment comme ça qu'il faut avancer et donner du sens à finalement ce patrimoine. Et puis un patrimoine, ça bouge avec le temps. Un patrimoine, ce qui était vrai il y a quelques années, ne l'est plus aujourd'hui. Et je dirais que les choses s'accélèrent à une vitesse incroyable. Maintenant, l'évolution est telle que
Si on n'arrive pas à suivre, on est condamné à péricliter. Donc, je crois que la transmission et le fait d'être soudé et d'aller dans une même direction et d'essayer d'avoir les mêmes visions. On peut pas toujours avoir les mêmes visions pour tout, c'est clair. Mais essayer d'aller dans une même direction, travailler ensemble, c'est fondamental. Ce que tu faisais, j'ai envie de dire, il y a 30-40 ans, tu peux plus vraiment le faire la même chose aujourd'hui. Non. Ça, c'est une réalité. Non. Et donc, il faut constamment réfléchir à comment faire évoluer notre vision de ce que c'est un patrimoine et du patrimoine lui-même. C'est un devoir, un désir ou un plaisir? Les trois. Voilà, la réponse est unanime. Il y a un devoir parce que nous avons une responsabilité par rapport à ce que nous recevons, ce que les générations précédentes ont construit. Il y a également un plaisir, j'ai envie de dire, parce que mais ce plaisir, j'ai envie de dire, il doit être créé. Il est créé ensemble, de dire, voilà, j'ai reçu, j'ai une obligation, j'ai un devoir, mais aussi je transforme ça en quelque chose qui devient partie de moi et que je fais évoluer avec moi et avec mon temps et que je transmettrai à la génération suivante. Ça ouvre de belles perspectives, ça, pour la génération suivante. Je vais encore poser une question qui fâche, si je peux, mais je ne sais pas auquel des droits. J'ai entendu tout à l'heure, je me suis peut-être trompée, mais j'ai entendu tout à l'heure la boîte à caprices. J'ai entendu tout à l'heure, effectivement, beaucoup de respect par rapport à la génération qui vous a donné et qui vous a permis de réaliser ce que vous êtes en train de réaliser, que ce soit tes beaux-parents, tes parents vis-à-vis de toi, et puis Estelle Aurel, vos parents respectifs et beaux-parents respectifs vis-à-vis de vous. Et en même temps, le respect, c'est aussi leur permettre encore de réaliser quelque chose par eux-mêmes avec ce qui leur appartient ou leur a appartenu et pour lequel ils vous font déjà confiance dans la transmission. Boîte à caprices ou réel, comme on dit, rendre à la société, rendre à ses parents ce qu'ils nous ont donné la possibilité de vivre. Qui est-ce qui ose la réponse? Je pense que j'ai déjà commencé, papa, tu me comprendras. Boîte à caprices, ça sonne déjà négatif. Il n'y a rien de mal d'avoir des caprices. Ce sont les petits plaisirs qu'on s'offre dans la vie. Et je pense que quand tu as travaillé toute ta vie pour construire quelque chose, pour donner à la génération suivante, c'est normal de se faire plaisir. Voilà. Ça fait du bien de l'entendre. C'est normal de se faire plaisir. Vous l'avez dit, désir, devoir et plaisir, c'est un équilibre. Tout n'est pas devoir, tout n'est pas plaisir. Là, on tombe dans les enfants gâtés. Tout est devoir. Là, on tombe dans la démotivation qu'Amaury invoquait. Mais c'est toujours la même chose. C'est les excès qui sont mauvais. Je pense que d'avoir des caprices, c'est quand même nécessaire. Maintenant, de faire toute sa vie autour de ces caprices, ça devient un problème. Et c'est là où on touche à la durabilité. Voilà. C'est là qu'il faut penser aussi au futur. Et je pense que si on a eu la chance d'avoir un patrimoine, et je pense que tout le monde a un patrimoine. On a tous un patrimoine génétique. On a tous des parents, des grands-parents. On est tous influencés par la génération et les générations qui nous précèdent. Quelle que soit la personne qui soit présente. Et donc, ce patrimoine, eh bien, il faut le mettre en valeur. On a tous des points faibles, on a tous des points forts. Développons ce qui est fort et laissons tomber ce qui est faible. Ce qui ramène à un constat, un patrimoine vivant, un patrimoine qui respire, un patrimoine qui évolue au fil des générations. J'ai presque envie de demander encore une petite question qui fera réfléchir, j'espère, en tout cas, nos différents auditeurs. On parle d'une famille unie. Il y a des familles dans lesquelles ça se passe beaucoup moins bien parce que, comme dans une entreprise, on peut avoir des valeurs différentes, des visions différentes. Il n'y a pas de culpabilisation, je pense, à avoir, ni de haine familiale à avoir. Souvent, malheureusement, les jalousies se transforment en haine. Si aujourd'hui, vous deviez donner un conseil, puisque vous êtes une famille très unie, de comment accueillir un dialogue intrafamilial autour d'éléments matériels difficiles. Vous donneriez quoi comme conseil en commençant par la plus jeune? Je crois qu'il faut écouter tout le monde et faut pas. Je crois que la communication est très importante parce que c'est là où souvent les problèmes se créent. C'est parce qu'on s'écoute pas l'un l'autre. Je comprends que tout le monde a quelque chose à dire, mais je crois qu'on doit aussi écouter les autres de temps en temps et aussi être ouvert à leurs décisions ou leurs idées. Alors, on va compliquer, j'aime beaucoup la réponse, on va compliquer un peu la question pour le deuxième. Équité ou égalité? Qu'est-ce qui fait durer un patrimoine? J'ai envie de dire, c'est un peu... C'est facile quand on est enfant unique, évidemment. Enfant unique, c'est pas très compliqué puisque tout... À mon avis, c'est l'équité qui est importante. Alors, poursuivons avec Amaury. L'équité est importante parce que l'égalité, c'est jamais tout à fait possible. D'abord, je vais te dire, je suis mal placé pour en parler. Parce que j'ai encore jamais hérité.
puisqu'en fait, nous avons la chance, Nathalie et moi, d'avoir nos 4 parents. Donc, le problème ne s'est jamais posé. Maintenant, je pense que l'égalité est quasiment impossible parce que 2 choses n'ont jamais tout à fait la valeur. Et même si elle est financièrement la même valeur, elle est peut-être sentimentalement différente. Il faut pas oublier que le côté émotionnel est un côté important. Et c'est malheureusement souvent dans le cadre du patrimoine et dans des batailles familiales, si ce côté émotionnel l'emporte trop, ça peut être un désastre. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut savoir maîtriser ses émotions et ses impulsions. Je crois qu'il est extrêmement important de travailler sur l'équité, parce que l'équité, c'est essayer de mettre des valeurs identiques. On rentre de nouveau dans l'immatériel et dans le matériel. On va peut-être donner un exemple par un lien. Imaginons une famille où un enfant est malheureusement handicapé et l'autre réussit très bien dans la vie. Il y a 2 manières d'appréhender sa succession quand on est parent. C'est l'égalité telle qu'on la conçoit dans notre démocratie depuis maintenant 2 siècles et demi, enfin 2 siècles, oui, 2 siècles et demi déjà. Donc effectivement, une égalité en valeur parfaite, mais nous parlons de valeurs matérielles, de bas de ligne, et d'être plus équitable en permettant à peut-être l'enfant malade, puisqu'on a parlé tout à l'heure santé, j'en ai entendu au moins 2 autour de la table pour qui le patrimoine santé est très important, c'est de peut-être donner un peu plus matériellement à l'un, en expliquant alors à l'autre pourquoi on préserve un peu plus de biens matériels à l'enfant malade qui aura plus de besoins que l'enfant à qui tout réussit finalement dans la vie. Ça n'a pas l'air juste, mais c'est sans doute plus équitable. Est-ce que c'est de ça que tu parles? Oui, Caroline, on revient au concept que tu as créé d'ailleurs, c'est-à-dire l'émotion, le rendement et la qualité. Les 3 grands cercles. Il faut essayer d'être au centre. Ça, c'est l'idéal. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tout à fait. Mais je pense que ne pas tenir compte de l'émotionnel, c'est déjà irresponsable, je pense aussi. Voilà, je pense que c'est quoi la valeur d'un bien? Il y a ces 3 éléments qui rentrent en ligne de compte, et la valeur pour une personne de quelque chose n'est peut-être pas la même que pour une autre personne. Et donc je crois que c'est d'arriver à trouver un dialogue entre les 3. Quand des familles se déchirent, et malheureusement il y en a beaucoup trop, je pense que c'est lorsque un des 3 éléments prend le pas sur les 2 autres, ou même 2 éléments prend le pas sur le 3e, c'est à ce moment-là que les problèmes commencent à aider. Et c'est là qu'on peut parfois se faire aider par des tiers. Alors, Aurel, vous avez créé un family office alors qu'il y a un fils unique. Donc, on peut se demander pourquoi on réfléchit à sa propre égalité équitable. Au jour d'aujourd'hui, la notion de family office est en train de renaître de ses cendres, puisque avant, on avait les régisseurs, les majordomes, tout le monde a un peu prévu Downton Abbey et tous les secrets des dieux. Nous avons rencontré dans la création de GCA Academy, d'abord les banquiers, puisque ce sont les premiers qui se sont adressés à nous en disant « nous faisons de l'intergénérationnel ». J'ai envie de revenir 2 minutes sur cette notion d'intergénérationnel. Donc, cette notion d'intergénérationnel où tu es directement impliqué inter, trans, ou est-ce qu'on oublie la notion de génération pour simplement parler entre humains? J'aime mieux la dernière chose que tu viens de dire, parce que commencer à utiliser finalement des titres et des noms pour expliquer finalement une chose qui est naturelle, c'est-à-dire une famille qui se parle entre elles, est-ce qu'elle est nécessaire? Oui, c'est intergénérationnel ou transgénérationnel, mais je pense que c'est surtout des êtres humains avec des valeurs similaires, avec des idées similaires qui essayent de transmettre, de communiquer et de construire quelque chose ensemble. Je crois que c'est là qu'on doit commencer. On va commencer à mettre des titres sur des choses qui sont normales. Alors, Amaury, je vais revenir vers chez toi. Nous avons créé ensemble, nous avons fondé, Aurel d'ailleurs aussi. Estelle est rentrée un peu plus tard, mais elle est rentrée, et ton épouse, nous avons fondé ensemble Gillion Croet Estate Alliance Academy, cette académie du patrimoine. Bien sûr, nous y aborderons des questions matérielles, de technicité, d'optimisation fiscale, puisque c'est ce que on a tendance à tous faire en premier degré. Nous allons également aborder dans cette Gillion Croet Estate Alliance Academy les questions qualitatives et d'émotion pour nous amener à un juste équilibre à travers des clés de lecture, parfois qui fâchent moins. Vous avez donc prêté, votre famille a prêté, Gillion Croet a prêté son nom à l'Académie du patrimoine. Elle est portée et incarnée par 2 Mérodes. Elle est soutenue par Estelle Hannet.
qu'est-ce que ça fait d'oser parler patrimoine en public? Parce que c'est, à côté de BSI, l'autre question qui fâche. On ne parle pas argent et on ne parle pas mal-être mental. Je pense que parler patrimoine, je pense d'abord, il faut pas avoir peur des mots. Patrimoine, c'est un patrimoine, et je n'ai d'autant moins peur que tout le monde a un patrimoine. Mais par contre, il y a des familles où c'est plus complexe que d'autres, et c'est clair que nous avons, en ce qui nous concerne, un patrimoine matériel qui est tout à fait évident, et on peut pas ne pas y attacher quand même également beaucoup d'importance. Mais ce que je veux quand même clairement dire, ça sert à rien d'avoir un patrimoine financier, immobilier important si à côté de ça, on n'y met pas des valeurs. Si à côté de ça, on n'y met pas l'amitié. Si à côté de ça, on n'y met pas un petit côté fleur bleue. Tout à fait. Je pense que parler du patrimoine dans son ensemble, c'est important parce que c'est également aborder des problèmes personnels. C'est aborder des problèmes relationnels. C'est aussi la vue qu'on a sur les autres. C'est l'écoute qu'on a des autres. Je pense que un patrimoine, c'est pas quelque chose qu'on garde pour soi. Un patrimoine n'a de sens que si tout le monde peut y participer un peu, que tout le monde peut en avoir un avantage. Quand on crée une entreprise, on crée aussi de l'emploi, on crée aussi du bonheur, on crée aussi des idées, on développe toute une série de concepts qui, je pense, sont de l'intérêt de tout le monde. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots, et il ne faut pas avoir peur du mot patrimoine. Patrimoine, ça fait partie de notre civilisation, ça fait partie des choses essentielles. Estelle, on parlait de stigmatisation. La notion de patrimoine aujourd'hui a tendance à être ramenée à une stricte valeur matérielle, même pire que ça, un bas de ligne, tu as un patrimoine qui vaut combien? On a entendu tout à l'heure la communication. Est-ce que les mots qu'Amaury vient de prononcer, qui étaient très beaux, te touchent? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu oses parler de la stigmatisation et du mal-être mental? Est-ce que tu es fier finalement que ta famille, j'ose dire famille, puisque c'est une famille élargie, belle famille, ose mettre ça sur la table autant que finalement BSI? Oui, je crois que c'est très important. Je crois que ça va faire, ça va nous faire évoluer et dans le bon sens. Je crois que moi-même j'en étais victime. Moi-même je croyais qu'un patrimoine était que d'une valeur monétaire, mais en fait, comme vous l'aviez tous dit, un patrimoine vaut beaucoup plus que, oui, franchement, argent. Un patrimoine est très complexe et comme Amaury l'a bien dit, chaque patrimoine est différent et tout le monde a un patrimoine. Et un patrimoine, à commencer par notre patrimoine génétique, personne n'a la même génétique et je pense que c'est probablement le meilleur exemple à donner. Aurel, puisqu'on va clôturer avec toi, le 16 décembre prochain, à la chapelle musicale Reine-Élisabeth, le GCA Academy tiendra quelque part sa deuxième soirée patrimoniale, puisque nous avions annoncé en substance l'année dernière que nous allions créer cette académie. Nous avons, et je dis nous puisque j'en fais partie, j'en suis la présidente aujourd'hui et j'en suis fière, nous avons accouché de cette académie du patrimoine. Nous allons donc parler le 16 décembre à la chapelle musicale Reine-Élisabeth de 4 thèmes, dont le premier thème, Next Gen. Oui. Tu sais combien je déteste ce terme. Nouvelle génération, séduire pour convaincre ne suffit pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu es convaincu de ce que fait la famille? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as le désir? Est-ce que tu as un plaisir à le poursuivre? Tout à fait. Donc séduire ne suffit plus parce que, j'ai envie de dire, on doit constamment se remettre en question. C'est normal. Et c'est la même chose pour le patrimoine. Est-ce qu'il est bien fait? Est-ce qu'il est bien réalisé? Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il est statique? Est-ce qu'il est vivant? Et donc, c'est quelque chose qu'on fait vraiment ensemble. Je pense que je ne pourrais pas le dire suffisamment. Et c'est une chose que nous faisons. On est une famille où mon papa et moi, on travaille quasiment tous les jours. On a créé ce family office, comme tu as dit, plutôt justement pour aider à faire évoluer ce patrimoine. Et c'est quelque chose, je crois que tout le monde doit un peu se remettre en question. Alors, comme tu as dit, nous avons plein de différents thèmes dans ce GCA Academy que nous avons lancé. Quelques-uns vont être abordés, en tout cas, merci, au mois de décembre. Mais en tout cas, il y a aussi d'autres thèmes que nous avons abordés sans faire exprès ou peut-être exprès durant ce vidéocast. Le poids de l'héritage, la boîte à caprices, tous des éléments finalement beaucoup plus complexes qui font partie d'un patrimoine. Et c'est ça qui rend finalement un patrimoine si passionnant, si intéressant et si vivant.
Et en tout cas, il faut surtout s'abonner à GCE Academy pour en savoir plus. Je souhaite sincèrement remercier la famille Gillion-Croët et plus particulièrement le baron et la baronne Anne-Marie et Roland Gillion-Croët, ainsi que leur fille, la princesse Nathalie de Mérode, qui ont rendu cette aventure possible. Est-ce que quelqu'un a envie de conclure ou d'ajouter un petit mot, ou est-ce que nous pouvons effectivement inviter à venir découvrir nos chroniques, les 10 prochaines chroniques qui seront diffusées en 2026 et avec la collaboration de Streambox qui nous enregistre aujourd'hui. Quelqu'un veut encore ajouter quelque chose? Je dirais oui. Venez nous voir, venez participer à nos académies.